Est-ce que ce victoire, François Kabolo, Mona Oui. Kabolo, ce n'est pas aussi le niveau des adversaires qu'on a eu en face de nous? Adversaire comme Nigeria. Le Cameroun, le Nigeria. Ils Ils n'ont pas présenté leur football habituel face à la RDC. Ça, et déjà, depuis un certain moment, le Cameroun a des problèmes, vous le savez très bien. Le Nigeria a eu du mal à décrocher la qualification pour ces barrages. Eh bien, ce n'était pas le même géant du football en pleine forme qui ont rencontré la RDC sur leur chemin. À quel moment on appelle le Nigeria géant? C'est quand il bat la RDC. Non. Le Nigeria, regardez l'attaque. Chukwueze était là, l'avant-centre. Type, Joafula. Osimhen, qui a fait trembler l'Europe la veille. Et qui fait trembler, tout le monde a peur. Galatasaray, c'était un très très beau buteur. Il était là. Et quand tu regardes de l'autre côté, Nani Lukman, n'est-ce pas? Et c'est ça l'âme du Nigeria aujourd'hui. C'est l'attaque à outrance. Et après, il y a eu des changements. Il y a par exemple Moses Simon, qui est régulier. Il est revenu. Vous allez me dire aujourd'hui que c'était un Nigeria faible. Non. La tactique imposée par la RDC a déstabilisé les Nigeria. On pense à sa juste valeur. Je suis en train de faire des analyses parce que Vous parlez du ballon d'or africain. Oui. Mon problème, c'est à ce niveau-là, la dénomination. Nous devons mener une réflexion. Nous allons proposer à la CAF pour qu'on change de dénomination, s'il vous plaît. Ces trophées de ballon d'or africain concernent les joueurs qui jouent en Afrique pendant la saison, qui participent au championnat africain, à la Ligue, à la Coupe de la Confédération et à d'autres compétitions. Et c'est celui-là qui termine le meilleur qui doit avoir les ballons d'or africains de l'année. Maintenant, on prend ces ballons d'or africains de l'année, on donne aux joueurs africains, certes, mais qui ne participent pas au championnat africain. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons deux appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Minot-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h.
Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Plus qu'une figure prisée du petit écran et du journalisme, il est devenu, en raison de son savoir-faire, de son charisme et surtout de son carnet d'adresses, une légende incontestée du sport en République démocratique du Congo, du poste de directeur des services de la RTNC au ministère des Sports. Il a mis d'accord plus d'un Congolais, que ce soit dans ses prestations, justement, que ce soit dans ses prestations de Dimanche Sport, Panorama ou lors de la transmission des événements sportifs en direct sur la RTNC. Sa voix et sa touche nous transmettaient bien de choses tellement qu'on suivait les transmissions en direct avec passion et surtout avec un carnet à côté. On se sentait donc obligé, carnet à main, de suivre tout le match, même lorsque l'équipe nationale perdait, tellement qu'on apprenait beaucoup. Et donc, c'est une merveilleuse page qui a été tournée après avoir assumé des responsabilités d'État. Il nous revient pour une nouvelle mission essentielle, celle de continuer à former, à inspirer et à élever surtout le niveau du journalisme sportif en République démocratique du Congo. Nous sommes très contents, mesdames et messieurs, vous faites bien de nous choisir. Vous êtes sur Politico, la force du détail, et nous pensons que vous aurez à passer du bon temps de télé, comme on aime bien toujours le dire par cette présentation. Vous l'avez sans nul doute deviné, il s'agit du légendaire Jean-Claude François Kaboulot, Moana Kaboulot. Nous sommes très contents de vous recevoir. Soyez les bienvenus et comment allez-vous? Non, merci, un plaisir de retrouver ces plateaux des Politicons. J'aime bien, j'ai déjà été ici et ça me fait plaisir chaque fois que je suis invité pour parler sport. Parce que nous, on est des sportifs. Du matin au soir, on parle sport, donc je suis à l'aise pour évoquer beaucoup de sujets, surtout que ces derniers temps, le sport est en train de sourire à la République démocratique du Congo. Lorsqu'on vous dit ces mots, Kaboulot, figure prisée du petit écran et du journalisme à RDC, plus qu'une légende incontestée du sport en RDC, et lorsque l'on vous suivait à travers la transmission des directs sur la RTNC, on était munu d'un carnet. Et l'on était obligé de suivre les matchs même lorsque l'équipe nationale perdait, car vous nous transmettez beaucoup de choses au-delà du commentaire en direct. Qu'est-ce que ça vous fait? Non, vous savez, ça fait un plaisir d'abord. J'avais apporté un plus aux commentaires en direct. Je me disais qu'il y avait des vides à l'antenne. À ce moment-là, les téléspectateurs ne savaient quoi faire. Il y avait des blessés. Il y avait peut-être un échange entre les joueurs et les coachs, et entre les joueurs et l'arbitre, si bien qu'il fallait boucher le trou. C'est comme ça que l'idée m'est venue, étant donné que Fouassa Tombisa Faustin, fantastique, c'est un garçon extrêmement intelligent, qui travaillait avec moi depuis longtemps, il aimait le football, mais il était plus culturel. J'ai dit, Faustin, je te réquisitionne. Pourquoi? J'ai dit, non, il sera un complément pour moi. Nous allons trouver une formule pour boucher les trous. Les temps perdus, nous allons meubler cela. Et nous avons fait ça. Et il est venu, on a commencé à travailler, on a multiplié. Et finalement, comme on dit, la mayonnaise a pris. Et tout le monde a apprécié cela. Même à l'extérieur, on m'a dit, M. Kaboulot, vous avez ajouté un plus. Je dis oui, il faut toujours inventer, créer. Et finalement, c'était intéressant pour nos téléspectateurs. Tant mieux, c'est un plus qu'on a apporté. Et aujourd'hui, vous avez laissé non seulement des souvenirs, mais aussi un héritage. Quel héritage dont vous êtes fier et sûr d'avoir légué à la nouvelle génération?
Héritage inachevé. C'est-à-dire qu'inachevé dans la mesure où j'ai l'impression que j'ai essayé de redonner un plus par rapport à ce que j'ai reçu. Je dois être honnête. J'ai eu la chance de travailler avec d'éminents journalistes. Lucien Chimpumpoa Chimpumpo, qui passe pour l'un des meilleurs journalistes sportifs africains. Je dirais même mondial. Il est très très bon, il a été extraordinaire. J'ai eu la chance de travailler avec Paul Bassonga Nzinga. Il y a eu d'autres qui sont rentrés dans cet encadrement. Pierre Célestin Kabalamana Mbouyi, Gérard Ekwalanga Mongali Kita, Max Gwanzola Mangale, c'était des costauds. Et des noms qui forcent le respect et l'admiration. Ah oui, absolument, absolument. Nous, on vient avec des diplômes, tout ça. Je n'ai pas voulu rester dans les complexes de dire diplôme, licence, tout ça. J'ai dit non, je reviens sur le terrain, il y a des réalités du terrain. N'est-ce pas? Je me suis montré modeste et les vieux adorent ça. C'est comme quand tu arrives dans un village, tu dois observer d'abord les vieux, comment, avec quel pas ils commencent à danser. Si tu y vas avec brutalité, les vieux t'abandonnent. Moi, je n'ai pas fait cette politique-là. J'ai écouté les vieux, j'ai associé les conseils de vieux, les rencadrements et les diplômes que j'ai ramenés de l'université. Et finalement, ça m'a permis vraiment d'éclater, si je peux m'exprimer comme ça. Et voilà, donc l'héritage, maintenant, il faut que nous, après nous, que les jeunes suivent. Mais je suis un peu déçu parce que les jeunes d'aujourd'hui sont trop pressés et ils sont en train de passer à côté du journalisme. Hein? Ils sont plus des communicateurs, malheureusement, pour la presse congolaise. Les journalistes sont devenus plus les communicateurs que des journalistes, que des informateurs, que des formateurs. Alors ça, maintenant, ils sont en train de quitter la ligne, ce qui fait que tout ce que nous avons fait risque de disparaître. Mais comme je suis encore opérationnel, j'ai toujours le dynamisme, j'ai toujours la force de travailler. Et j'espère que j'aurai encore le temps de transmettre les peu de matière qui me reste et le temps de paix qui me reste sur la terre. Et à la RTNC, où vous avez passé une bonne partie 39 ans. de votre vie, 39 ans, c'est énorme. Jour pour jour. Uniquement les sports. Au départ, quand on était étudiant, on était avec le Kudura Kasongo, on était avec Ekipolongo Mukambilwa, ça ce sont des copains de promotion. Dimanja Wembi, nous avons étudié ensemble. Là, c'était les fourre-tout. Et après, il est arrivé un moment où je rends hommage à Malé Betamandiak, à son âme, il vient de nous quitter, le directeur général. C'est lui qui avait dit non, 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 dans votre groupe, il nous faut des sportifs pour nous orienter. Et on nous a orientés du côté de la télévision. Et c'est comme ça que moi, je suis allé au sport. Et à l'époque, il n'y en avait pas assez? Non, dans le temps. À la RTC, il y avait trois journalistes, c'est tout, à la télé. Il y avait 3 aussi du côté de la radio, quand moi je suis arrivé. C'est comme ça on a dit non, pour le moment. Et dans le temps, tous les ministres des Sports, ils prenaient un journaliste de l'OZRT, à l'époque, la Voix du Zaïre, comme conseiller. Quand moi je suis arrivé, j'ai trouvé Bassonga Nzinga seul. Parce que Kabala Manambouyi était conseiller du ministre des Sports au Banangidi. Alors, comme il était seul, c'est comme ça on a dit, ah non, 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 parmi les stagiaires là, est-ce qu'il n'y a pas un qui peut faire les sports? Je me rappelle, j'ai toujours dit, il faut dire la vérité par rapport à l'histoire. C'est Kudura Kasongo qui a dit, non, parmi nous, les grands sportifs, c'est Kaboul. Parce que moi-même, je suis joueur. Je jouais dans Motema Pembesi quand j'étais à l'université. Kudura a dit, non, 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 parmi nous, il y a un sportif. C'est Kaboulo. Même quand on était à l'époque avec les systèmes du maréchal Mobutu, à la JMPR, la jeunesse du parti, j'ai m'occupé des sports. À l'université, j'étais secrétaire adjoint chargé de la mobilisation, animation, sportive, tout ça. Et c'est comme ça qu'on m'a orienté du côté des sports. Et on m'a demandé, je dis non, mais écoute, je suis sportif. Et j'ai été viré. J'ai commencé comme ça à la télévision, comme stagiaire au service des sports. Et puis ça a évolué jusqu'à aujourd'hui. Et voilà. Vous avez révolutionné votre secteur, vous y avez apporté de la profondeur. Exact. Et vos prestations laissaient tout le monde indifférent, que ce soit dans du sport d'image,
Panorama des sports, Ouais. ou lorsqu'il s'agissait de la transmission en direct. Oui, tout à Est-ce fait. que tout cela aujourd'hui a-t-il été assuré? Non, on a un problème. On a un problème, c'est au niveau des programmes. Vous savez, la télévision nationale, c'est une télévision gouvernementale. Donc, il y a une ligne éditoriale. Alors, on n'a pas tout ce qu'on désire. Pour le moment, je regarde la télévision, nous avons presque perdu toutes les tranches. La suite n'a pas été assurée comme il le faut. Jusque-là, en tout cas, on a perdu beaucoup de programmes phares. On avait l'émission Panorama des sports qu'il fallait obligatoirement regarder. Nous avions l'émission qu'on appelait Jeudi Sport. Tous les jeudis, on passait des il y a aussi retransmissions en Jeudi direct. Sport. Vous vous rappelez? Ça, c'était des émissions phares. Les gens regardaient. On déplaçait les cartes de reportage. On faisait les directs au stade de Cardinal Maloula. Les catchs avec les Dingwe, avec les Selemani. Les catchs étaient au top. Et on faisait les judo, on faisait. Donc, tout ça, malheureusement, maintenant, ça n'existe plus. Le panorama des sports a disparu quasiment. Les jeudis sport, on n'en parlons pas. Sport dimanche, qui était l'émission phare, qui, au niveau du sondage, nous étions toujours au numéro 1, la voix du Zaïre, mais nous avons perdu tout ça. Et il manque aussi des animateurs. Le problème, c'est ça. Parce qu'il faut donner du punch à des émissions, il faut donner de la valeur, il faut organiser des débats contradictoires. Ça nous a permis de donner une forte image à la RTNC, mais tout cela est en train de disparaître, ça me fait mal au cœur. Allez, bien merci. Nous allons pour l'instant nous intéresser à l'actualité. Et on parle de la qualification de Léopard au barrage intercontinental qui va se jouer en mars et l'identité du probable adversaire de la RDC est d'ores et déjà connu à l'issue du tirage au sort qui est intervenu hier. La RDC croisera sur son chemin soit la Jamaïque, soit la Nouvelle-Calédonie. Les vainqueurs de ce match va devoir en découdre avec le Léopard de la République démocratique du Congo qui ont fait les plis durs en éliminant tour à tour les Lions indoptables du Cameroun et les Super Eagles du Nigeria. Vous avez été ministre du sport. Avez-vous travaillé sur ce projet? Est-ce que vous vous y attendiez personnellement? Oui, dans la mesure où, quand moi je suis arrivé, j'ai trouvé les Léopards en difficulté un peu. Parce que les Léopards se battaient pour obtenir la qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. 0 point. Le président me demande comment on fait. On peut se qualifier. J'ai dit, président, on croise les doigts, nous allons nous qualifier. Comment? J'ai dit, donne-moi le temps, président, je viens d'arriver. On a travaillé, j'ai convoqué l'entraîneur des Sabres et on a échangé. Je lui ai donné ma méthodologie. Moi, en tant que footballeur, connaissant également l'équipe nationale, parce que je n'ai fait que du sport, donc je ne vis que par les sports. Donc j'avais une idée sur l'équipe nationale, comment la booster. Et on a travaillé, on s'est mis d'accord avec des Sabres et on a commencé tout doucement à remettre la machine sur les rails. Et on avait un obstacle majeur. C'était le fameux match contre les Gabons, le match coup près. Parce qu'il fallait absolument battre les Gabons. Il n'y avait pas de match nul. À la maison, c'était complètement oublié la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit, on doit passer. Alors, on a pris toutes les dispositions. Et on a arrêté, on a peaufiné des stratégies. Et on a organisé avec des Sabres. J'ai dit, il faut, comme c'est le dernier match, il nous faut un stage bloqué pour travailler la mentalité, pour remonter les mentales des joueurs. Et on a choisi Douala. Cameroun. Il y a des gens qui disaient non au Portugal. J'ai dit non, ce n'est pas la peine. Douala, c'est à 45 minutes de Franceville. En avion, autant les mettre à côté, ils ont le même climat. Et finalement, on s'est mis d'accord avec le staff. J'en ai parlé au président, j'ai parlé au gouvernement, et l'équitus a été donné, et nous avons envoyé les mecs là-bas pour travailler. Je suis allé là-bas. C'était dans la soirée où le président fêtait son 60e anniversaire. Après, moi, j'ai quitté la fête. J'ai dit, président, je m'en vais. Dit, tu quittes la fête. J'ai dit, je dois partir, président. J'ai un message. Votre message, je dois le transmettre aux joueurs. Nous avons un grand match dimanche. Il dit, ah, ok. J'ai reçu les quitus du président. Je suis allé là-bas. J'ai mobilisé les troupes.
C'est à la veille du match contre Oui, pratiquement, on le était Gabon. à 4 jours, 5 jours. Je suis allé. Je suis arrivé, on a annoncé que les ministres étaient là. Le lendemain, allez au restaurant, on a réuni tous les joueurs, tous on a discuté. Et on venait de désigner Chancel Mbemba comme le meilleur footballeur en France. Vous vous rappelez le trophée qu'il avait gagné, le trophée des prix Marc Vivien Foué. Oui, des radios France Qui internationales. récompense le joueur africain évoluant en Ligue 1. Voilà. J'ai dit à tous nos joueurs, j'ai dit, voilà, Chancel Mbemba est là, c'est le capitaine. Il vient d'être plébiscité comme meilleur footballeur. Vous tous, ici, vous êtes des chanceurs Mbemba. Vous ne pouvez pas terminer votre carrière sans jouer la CAN. Il est inadmissible. Moi-même, j'ai été footballeur. Vous êtes des jeunes. C'est maintenant ou jamais. Nous allons en Franceville. Nous devons mouiller le maillot. On va se battre. Les Gabonais seront chez eux. L'histoire de terrain ne compte plus. L'avantage des domiciles, non, nous allons jouer. Nous allons mouiller le maillot et nous allons nous donner à 100%. Les joueurs ont écouté mon discours. Et je n'avais jamais été applaudi comme ça. Mon ministre des Sports, les témoignages sont là. Les joueurs m'ont commis. Ils ont dit, monsieur le ministre, nous allons, c'est la vie ou la mort. C'est le match de la dernière chance. J'ai dit, mais moi, je retourne à Kinshasa. Je vais prendre les supporters. Je les suis les quitus de mon gouvernement et je vais ramener à Franceville. Et c'est ce que j'ai fait. 2 jours après, j'ai dit, bon, au revoir, on se retrouve à Franceville. Et je suis rentré, j'ai pris effectivement les supporters, nous sommes allés là-bas. Et rappelez-vous, cher ami Gédéon, les Gabons n'avaient jamais perdu un match à Franceville. Depuis que les Panthères du Gabon ont été créés. Je dis, quel défi. C'était une première donc de faire chuter les Panthères du Gabonais formidable. Sur leur propre pelouse. C'est ça. Et pour nous qui croyons, je dis, la main de Dieu a suivi. Exactement. Je suis allé là-bas. Allez, on était là. Et les Gabons étaient en pleine campagne électorale. Donc le président Bongo était avec moi à la tribune, avec mon collègue gabonais. Tout ça, j'ai dit, waouh, aujourd'hui c'est la bagarre. Le président me dit, comment vous gagnez? J'ai dit, président, non. Nous sommes en Afrique centrale, écoute, quelle est la meilleure... Et là, le Gabonais avait le moral haut, fort de leur victoire à Kinshasa, 1-0 au stade de Marseille. Tout le monde était là, les Bouanga étaient là, les Aubameyang étaient là. La grande équipe du Gabon. Tu t'imagines, Gédéon, ce n'était pas de la blague. Les stades pleins à craquer. J'ai dit, on va gagner, on va se qualifier. Et on a commencé le match. Vous avez certainement suivi le match. Et à l'issue du match, 2-0 pour la République. Et nous étions qualifiés. Pour quasiment qualifier parce qu'il nous restait des matchs, mais c'était les boulevards. Parce qu'après, les boulevards s'est ouvert. On a joué, on a terminé premier du groupe. On est allé en Côte d'Ivoire. Voilà comment on peut gagner une bataille. Et ces matchs-là, c'était un match référence. En 2024. Ouais. Et il y a un joueur particulièrement qui avait fait un travail énorme. Oui. Fiston Mayele Kalala, qui est rentré en deuxième mi-temps, oui. Auteur du deuxième but, exactement. Qui a délivré les Léopards. Ah oui. Certaines indiscrétions parlent qu'il a rejoint la sélection grâce à votre travail des coulisses. Oui. Comment est-il arrivé en sélection? Oui. Quand je suis arrivé, Kalala jouait en Tanzanie. Il avait une finale de la Coupe de vainqueurs de Coupe. Alors, j'ai sensibilisé Desabre. J'ai dit, Desabre, attention, il faut regarder samedi, il y a une finale, il y a un joueur congolais qui est très intéressant. Essaye de le suivre un peu. Comme ça, tu m'en parleras. Prends son nom, c'est Kalala Fiston, tout ça. J'ai sensibilisé Miayo. Il lui est entraîneur de Mazembe, il connaît de Tanzanie, Mazembe jouait là-bas, tout ça. Alors, on s'est séparés là-bas. Après, le lendemain, quand les Fistons avaient joué, c'était 2-1. Ils avaient perdu, mais c'est lui qui avait marqué l'unique but de l'équipe de Tanzanie. À l'époque, il évoluait encore à Young Africans. Oui, Young Africans, oui. Le coach m'a dit, oh, monsieur le ministre, un joueur extraordinaire. J'ai dit, c'est un joueur que nous devons amener au Gabon. Il a dit, ok. Et alors, quand les listes sont arrivées pour partir au Gabon, j'étais content. J'ai dit, Desabre, c'est un mec qu'il faut mettre sur la liste. Il faut l'amener. Mais pour éviter l'immixtion dans les affaires techniques, je n'ai pas imposé. Pour éviter des conflits, j'ai proposé au staff, j'ai dit, attention, c'est un mec qu'il faut et
On s'est compris. Et des Sabres a surveillé le joueur. On collaborait très bien avec les coachs des Sabres. On a dit OK, et nous sommes allés au Gabon. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. Je me souviens encore le petit message que j'avais reçu à l'issue du match. Là, il y a le coach qui m'a fait un WhatsApp. Il me dit, ah, monsieur le ministre, voilà, tu as trouvé l'homme qu'il fallait. Et voilà, nous sommes partis. Il dit, ah, c'est comme ça la vie, il faut toujours se compléter. Donc, voilà, les métiers là, c'est comme ça. Et depuis lors, Fiston Mayel est devenu l'un des cadres de la sélection nationale et des Sabres lui fait pleinement confiance. Un élément stratégique. Un élément stratégique, mais les coachs, ils l'utilisent toujours dans la dernière partie. Parce qu'il court, il a la précision dans la frappe, et puis il sait faire des bons appels. Des bons appels et il sait bousculer, déstabiliser les défenses adverses. C'est comme ça que des Sabres l'utilisent dans les 20 dernières minutes. Et Dieu merci, ça marche. Et aujourd'hui, voilà, il est au sommet de son art. Oui, on parlera de lui parce qu'il vient d'être récompensé au trophée individuel. On reviendra justement sur le CAF Award, qui a récompensé l'un des fils du pays, Fiston Mayel, qui a évolué au sein de l'association sportive Victoria Club de Kinshasa. Ceci me ramène déjà à vous poser une autre question. Oui. En tant que ministre des Sports, quelle était déjà votre relation avec le joueur ou avec tout l'ensemble du staff technique? À l'époque où j'étais aux affaires. À l'époque où vous étiez aux affaires. Non, très bien. Très bien, sans m'immiscer. Je ne m'immisçais pas. J'avais désigné un conseiller qui était affecté parce que la délégation est toujours conduite par un membre du cabinet. C'est ce qu'on appelle la délégation politique. Il faut toujours membre. Alors, moi, je suivais les rapports de loin. Avec les réflexes des journalistes, sur le plan technique, je m'informais, je suivais l'évolution, etc. Donc, sur ce plan-là, il n'y avait aucun problème. Tout se passait très bien. Les joueurs, je discutais avec les joueurs. Gentiment, il y avait des temps où j'avais le temps libre, j'allais à l'entraînement. Et j'ai eu à discuter beaucoup avec les joueurs, question des primes. Parce que je voulais révolutionner un peu les choses. Je ne voulais pas que les joueurs aient les soucis des primes. Parce que tout au long de ma carrière, Gédéon, si vous avez suivi ma carrière, j'ai lutté pour l'athlète. Le bénéfice de l'athlète, l'intérêt de l'athlète. Parce que sans athlète, il n'y a pas de sport. Quand nous allons au sport, nous allons dans des stades, c'est parce qu'il y a des athlètes qui sont là. Alors il faut les mettre dans de bonnes conditions. Il faut que psychologiquement, l'athlète soit à mesure de fournir les efforts. Et qu'en retour, il est récompensé. Je suis arrivé, j'ai demandé à mon collègue de finance à l'époque, Kazadi, j'ai dit, cher collègue, moi, je voudrais bancariser. Je ne voudrais pas que l'argent passe par les mains du ministre, passe par les comptables. Non, nous allons travailler pour ouvrir les comptes individuels. Comme ça, chaque joueur aura son compte personnel. Et nous avons appliqué cela. Et Gédéon, ça marchait très, très bien. Vous pouvez prendre... les coachs ou les capitaines Bemba, témoins, ou n'importe quel joueur, il va vous dire. Et après vous, ça a continué? Maintenant, je ne sais pas, je ne me mêle pas de ce qui se passe après moi, mais à mon époque, c'était très bien. On travaillait très, très bien. Et toutes les primes étaient calculées parce que j'avais obtenu la confiance de mon collègue. Il m'avait compris. Il avait compris que c'était important. Les financiers, il faut les sécuriser. Donc, j'avais aussi sécurisé mon collègue pour dire, monsieur le ministre, ça ne passera pas par moi. Nous allons collaborer. On a très, très bien collaboré. Il y avait une équipe au ministère des Finances qui nous attendait. Dès que nous, on était prêts, les listes étaient envoyées. Alors, automatiquement, à la veille de chaque match, la prime d'avance ou la prime de participation était créditée. Et puis, dès qu'on terminait les matchs, le lendemain, la prime de la victoire ou de match nul était versé directement dans les comptes. Il n'y avait vraiment pas de retard, si bien que ça créait un climat de confiance. Et les joueurs se disaient, ah, bon, ces joueurs professionnels, parfois, ils n'ont pas besoin de cet argent, c'est pour régler les problèmes familiaux. Ils touchent tellement bien là où ils sont, mais pour régler localement, ils pouvaient régler, et ça se passait très, très bien. Je n'ai vraiment pas connu ce problème-là, le système de bancarisation qui est le meilleur système. Ce n'était pas seulement au football, mais je l'ai transmise à d'autres disciplines. Quand j'ai amené les Congolais aux Jeux africains au Ghana, c'était la même chose.
Il voulait bouder parce que là, c'était beaucoup de disciplines. J'ai amené 16 disciplines. Oh, c'est le ministère, bon. On a dit non, il y a de la discipline, chers amis. Nous sommes dans le système de bancarisation. Vous aurez des comptes. On a ouvert des comptes à la Robank. Travaille avec nous. J'ai dit tout le monde, il n'y a pas d'exception. Au retard, j'ai dit il n'y a pas de retard. Vous aurez votre argent. Envoyez vos données, vos coordonnées à temps. Et c'est ce que nous avons fait, oui, parce que j'étais reporter aussi. C'est vrai, il y avait des joueurs parfois qui par personne interposée, oh, ministre a critiqué. Non, pas ministre, journaliste a critiqué. Égal, je ne critique pas pour critiquer. Moi, j'ai été footballeur moi-même. Bon, quand je suis au micro comme commentateur, je dis, oh, vous dépassionnez. Dépassionné, je regarde ce qui se passe et je rends compte. C'est comme ça que j'ai expliqué à la maman d'un joueur qui était venu me voir, papa Kabulo, Momelinga Mwana, l'obité, maman, Nabomi Mwana, Tenazago Formendeye, Alandane Mateya, Ayoka. Et les joueurs là, ils jouent jusqu'aujourd'hui en équipe nationale. Il s'est amélioré totalement, les joueurs. Et je l'ai même surnommé les soldats du peuple. Ah, il joue, il est titulaire à part entière avec des sabres. Il a écouté. C'est important d'écouter et on est en train d'évoluer avec lui. Ben, cette inspiration est venue d'où? Comment avez-vous fait pour parfois commencer à critiquer le joueur en plein match ou en pleine transmission en direct? Non, il dort, mais on ne joue pas comme ça. Cette inspiration-là est venue du fait que vous-même, vous aviez été joueur ou comment? Oui, moi-même j'ai été joueur. Hein. J'ai joué dans Imana 2. À Lemba. Moi, je suis un garçon de Lemba. Quand j'étais au campus, j'ai joué tellement au football tous les jours. J'ai joué régulièrement au championnat en division 2 et nous étions devenus en même temps la pépinière du Dering Club Motema Pembe. Il y avait deux pépinières. Il y avait Lemba, Imana 2, nous étions d'ailleurs nous appelait Imana 2 Lemba, et puis il y avait Manaya à Bandal. C'était les deux pépinières. Je me rappelle, Motema Pembe dans un championnat, je crois 75 ou quelque chose comme ça, était distancé par 20 clubs. Ne pouvait plus rejoindre 20 clubs au classement. Les Kakoko, les Kidomo, sécher les entraînements. Ils ne venaient plus. Et pour éviter des cascades des forfaits, les dirigeants de l'époque ont dit non, nous allons puiser dans nos pépinières. Ils sont venus à Lemba. J'ai été sélectionné, ils sont allés à Bandal, ils ont été sélectionnés et on nous a pris. J'étais en première année de graduat à ce moment-là. Et nous dormions tout près de 1, 2, 3. Vous connaissez, papa? 1, 2, 3. Sur enseignement. Oui, c'est ça. L'équipe était financée par un riche qui Sosimat dans le temps, qui gérait la Mercedes, tout ça. Alors, c'est lui qui nous a pris en charge. Le matin, nous, les étudiants, nous donnions de l'argent. Nous prenions les taxis pour aller moi, j'allais à l'ISTI. Et après, je revenais, on nous massait. Et puis, le soir, on faisait des entraînements et les jours du match. Et nous avons terminé le championnat du Dering Club Motema Pembe avec l'entraîneur argentin, Oscar Ars. J'ai encore son nom. C'est ce qu'on a joué avec les Babaï là. On a complété un peu avec les Zuzingoy. Ceux qui connaissent Motema Pembe, et c'est comme ça. Donc, j'étais footballeur. Moi, je suis gaucher naturel. Donc, en général, les gauchers naturels, c'est des bons dribbleurs. Oui, donc, on a terminé le championnat, et voilà comment. Donc, moi-même, en tant que footballeur, je connais les exigences. Je connais les défauts. Alors, moi, je suis allergique aux pertes de balles. Il faut mettre le pied. Au dribble inutile. Ça ne sert à rien. Parce que si tu rates le dribble et qu'on récupère le ballon, l'adversaire va marquer. C'est l'équipe qui perd. Souvent, c'est ce que je disais. J'ai dit, attention, par exemple, j'ai dit, Cholo, là, c'est pas la peine. Vous n'êtes pas spécialiste en dribble. Libérer les ballons. Tu vois, des choses comme ça. Il y avait une autre ironique aussi. Puis, voilà, c'était pas de la méchanceté. Mais à un certain moment, vous étiez contre l'idée de sélectionner le joueur qui évolue dans des championnats européens. Oui. Parce que vous trouviez efficace le joueur local parce qu'il savait mettre de l'engagement. Non, vous vous rappelez, quand nous avons pris Claude Leroy en 2005, il arrive. Il a trouvé des balles à biscottes, des poutres au trésor. Il est venu à l'entraînement.
et il débarquait de France. On a dit, il dit, ce sont les fétiches ici. Nous avons dit, vous n'avez encore rien vu, commence par les entraîner, vous allez voir. Et il a pris cette ossature-là. Et c'est comme ça que, petit à petit, après, il a trouvé des merveilles. Et c'est cette équipe que nous avons amenée en Égypte. On s'est qualifié. On a participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2006. avec cette génération. Et c'est comme ça qu'il arrêtera même les programmes. Parce que nous étions en Égypte, c'était pour terminer en quart de finale. C'est ce que nous avons fait. Nous étions arrêtés en quart de finale. Après, 4 années plus tard, il fallait monter. Et on avait calculé pour qu'en 2010, nous puissions participer à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Bon, malheureusement, il y a eu des problèmes. Claude Leroy nous a quittés. Il est parti. Il a changé si bien que... il est revenu en 2013, je crois. Oui. Bon, l'objectif là a été dévié. Et malheureusement, donc il y avait un plan qu'on avait tracé. Et c'est comme ça. Je dis, il faut redonner de la valeur aux joueurs locaux. Parce que l'ossature d'une bonne équipe nationale, c'est les joueurs locaux. Rien à faire. Ils mouillent les maillots et ils jouent régulièrement. Et toutes les générations que nous avons eues, les Mputu n'ont jamais été en Europe. Les Mbala Biscotte, les Emeka Mamale, tous ces gars-là, les Gassagna, les Ilongo Sadam, ils n'ont pas été en Europe. C'est des gars ici qui ont joué localement. Mputu, c'est un petit qui a été découvert en Djili. C'est tout. Biscotte, même dans les petits championnats, mais on les a formés. Certains sont allés dans Mazembe, où ils se sont forgés, comme les Mputu. Mputu n'a pas joué dans le championnat de Kinshasa, directement transféré à Lubumbashi. Et vous avez vu le résultat. Aujourd'hui, quand on regarde la sélection, tout cela a changé. Qu'est-ce qui explique ce changement de stratégie, recourir plus à des joueurs professionnels qu'à l'ossature locale? Mauvaise organisation. Au niveau de la Fédération congolaise de football association, on n'a pas de championnat. À proprement parler, les championnats locaux n'existent plus. Les championnats des ligues comme dans le temps. Les ligues et les ententes. Ligue et entente. Ligue au-dessus et puis les ententes. Donc, j'appelle les championnats provinciaux. Ils n'existent plus. Dans le temps, on jouait partout. Vous vous rappelez, il y avait des derbies. Sangabalende contre AS Bantou. Les gens quittaient Kinshasa par avion le week-end pour aller suivre les derbies. À Kisangani, c'était pareil. Tout solide Malekessa contre AS Nika. Et c'était terrible. Les gens partaient là-bas. Et à Lubumbashi, Tepe Mazembe, Saint-Éloi, Lupopo, il y a les avions, les gens qui se croisaient dans les avions, tout ça. À Matadi, c'était la même chose. Kinshasa, n'en parlons même pas. Vous aviez des équipes comme Matongé qui rivalisaient avec le V-Club, des équipes comme Kalamu. C'était dur. On faisait les pleins ici au stade quand il y avait un match entre Kalamu et V-Club. Quand il y avait un match entre Sozacom, dans le temps, il y avait une équipe contre Motema Pembe. C'était plein. Mais tous ces championnats n'existaient plus. Les gens ont opté pour la facilité. La fameuse formule du championnat national. C'est bien. Mais on n'a pas de possibilité, Gédéon. Nous sommes dans un pays où, économiquement parlant, pour le moment, nous avons des difficultés. L'économie n'est pas encore stable. Le football est amateur. Les équipes ne sont pas riches. Les équipes n'ont pas de moyens. Les sponsors n'ont pas de budget pour affecter au sport, au football particulièrement. Parce que les sociétés sont en difficulté. Il faut d'abord trouver les salaires. Ce qui fait que le seul pourvoyeur, c'est l'État congolais. Même l'État organise. L'État ne peut pas financer les clubs individuellement. Non, il soutient les clubs quand il s'agit de représenter la RDC sur le continent, par exemple. Le continent africain, oui. Ça, c'est. Alors, ce système-là, on l'a cassé. Parce que l'avantage du championnat local, il n'y a pas de dépenses. Mapembe sur place, les joueurs sont ici. V-Club, les joueurs sont ici. Sangabalende, les joueurs sont en Bougiban, etc. Et les gens jouaient, et vous voyez les niveaux de Sangabalende. Il était devenu à un moment donné régulier au niveau des compétitions africaines. Parce que ça marchait bien. Il jouait régulièrement. Et à Kisangani, c'était pareil. Ici, des équipes comme le Cimenterie de Lukala, c'est même permis d'aller en compétition africaine. L'équipe comme Sibé, Zahir, et Mbandaka est partie en compétition africaine. C'est le résultat des championnats provinciaux. Maintenant, on a négligé cela. Il est grand temps qu'on revienne à ça. Tant qu'on n'organise pas ça,
les pauvres des sables est en train de souffrir. Il est obligé de sillonner toute l'Europe pour dénicher les joueurs, tout ça. Pour le moment, nous n'avons que des binationaux dans l'équipe nationale. Ça durera le temps que ça durera. Mais l'idéal est qu'on ressuscite les championnats provinciaux et ça va nous permettre d'avoir des équipes solides. On n'a pas de stars maintenant. Quelle est la star que tu connais au championnat de Kinshasa? Le championnat de Lubumbashi qui n'existe même pas. C'est des difficultés. Il y en a à compter au bout de doigts d'une seule main. Eh oui, on ne les connaît même pas. Et le championnat n'est pas régulier. On passe devant les stades des martyrs vite. Quand il y a un derby avec le club des rings, qui entre au stade? Une poignée de gens. Ce n'est pas comme dans le temps où nous on entrait au stade à 9h du matin pour voir un match monter ma PMV Club. Et ça n'existait pas. Et le Conor doit travailler là-dessus. Donc le Conor est limité. Il faut absolument mettre en place un comité directeur de la fédération comme dans le temps. On a un président de la fédération avec ses 6 vice-présidents et tous les comités complets avec tous les pouvoirs voulus. Les pouvoirs du Conor sont limités, extrêmement limités. Aujourd'hui, c'est une dame qui est là. Ils sont à 3. Avec des pouvoirs limités, ils ne peuvent pas aller au-delà. Donc, il faudrait qu'on pousse à la réflexion. Ceux qui aiment le football dans ces pays, je ne sais pas quelle formule il faut trouver pour qu'on se retrouve autour d'une table, qu'on discute, qu'on trouve un consensus, comme font les amis politiques. C'est important parce que les intelligences sont là. Oui, les intelligences sont là, mais il faut fédérer les énergies et puis proposer un format qui soit adapté à nos réalités. Les amis, ils avaient des problèmes. Ils sont allés à Sun City pour discuter. C'est des choses comme ça. Il faut que nous, les sportifs aussi, nous trouvions notre sensibilité, notre, je sais pas, un consensus. Un dialogue sportif. Intercongolais sportif. Axé uniquement sur la résurrection du football. Étudier, analyser les causes profondes. On regarde ce que le football fait aujourd'hui comme image de la République. C'est très positif. Donc, ce football, c'est un élément clé, un élément qui peut nous permettre de nous développer tant soit peu dans notre domaine et qui peut contribuer au prestige de la RDC et qui peut vendre l'image de la République. Le football, il est ce qu'il est. Merci. Regardez comment ça bouge avec la Coupe du Monde. On a caressé depuis longtemps le rêve pour une nouvelle participation à une phase finale d'une Coupe du Monde. On est prêt à... On est à un pas de cet exploit. Il nous reste que 90 minutes ou au-delà 120 minutes pour composter le dernier ticket pour être présent en 2006 à la Coupe du Monde Mexique, Canada et États-Unis. La question, les déclics. On a longtemps rêvé. On y a longtemps cru. Mais toutefois, on s'est cassé les dents. Les déclics, cette fois-ci, pour que l'on soit plus près d'un nouvel exploit, est parti de quoi? Le déclic est déjà parti. Regardez d'abord. Le déclic, c'était d'abord faire sauter les verrous Cameroun. Ce n'est pas facile. À la veille, il n'y a pas beaucoup de Congolais qui misaient sur ça. Il a fallu faire sauter les verrous Nigeria. Le verrou Nigeria est sauté, il est tombé. Bon, maintenant, Dieu merci, entre-temps, ces résultats ont permis à la RDC d'améliorer son quota au niveau du palmarès de la FIFA. Ce qui fait que maintenant, nous sommes 56e. On a grappillé 4 places. 4 places. 56e et 9e sur le continent. Voilà. Donc, on est 56e. Finalement, sur les 6 équipes qui sont restées, nous avons la meilleure note. On est 56e. Ce qui nous place comme finalistes. Alors, on est bien placés. Et les adversaires ne m'inquiètent pas du tout. Il y a Haïti et Jamaïque qui est 70e. Pays des sportifs. Oui, Usain Bolt, vous vous rappelez, l'athlétisme, ils sont très très forts. Ils ont des bons sportifs, Jamaïque. Et ils sont 70e. Il y a la Nouvelle-Calédonie, 149e. Donc, ça montre déjà la valeur estimative de l'équipe. Donc, Nouvelle-Calédonie, bon, écoutez, bon, c'est prenable. Même Jamaïque, c'est prenable. Mais maintenant, il faut gérer. C'est le mental. On aura le temps, c'est l'année prochaine.
Mais il y a un passage obligé, c'est la CAN. On va d'abord jouer la CAN. On va voir comment l'équipe va progresser. Parce que l'équipe, pour le moment, est en net progrès. C'est vrai, 2018, on a loupé. 2022, on a loupé. On n'a pas eu la chance d'y aller. Mais cette fois-ci, je crois qu'on a beaucoup de chances. On est à 90 minutes, comme tu as dit, pour aller à la Coupe du Monde. Et tout est possible, mais on ne doit pas rester distrait. Il faut qu'il y ait une concentration au maximum. Il ne faut pas y aller avec les complexes de supériorité. C'est dangereux. C'est sur un match. Prêt? Bon. Alors, on doit être très prudent. Mais je fais confiance à Décembre et à son équipe. Comme tout est renouvelé, vous avez vu que quand on a joué contre le Nigeria, la défense n'a pas bougé. Nous avons gardé la même défense, du début à la fin, avec des garçons qui jouent au championnat d'Angleterre. L'un, sinon le meilleur championnat en club au monde. N'est-ce pas? Vous avez Nzemba, qui passe pour moi, pour aujourd'hui, c'est le patron même de la défense de la RDC. Même s'il a été à l'origine du but contre son camp. Oui, voilà. Ouais, ça arrive. Ça dévie un tout petit peu. Mais nous avons Maswaku, qui joue en Angleterre. Il joue en Sunderland. Nous avons Nzemba, qui joue à Burnley. Nous avons Van Bissaka, qui joue dans l'équipe de West Ham. Et on ajoute Chancel Mbemba. Donc la défense est blindée. Et la preuve est qu'elle a terminé les matchs sans subir de changements. Les gardiens de but, il n'y a pas de problème. On a les solutions qu'il faut. Et les coachs ont même changé de système maintenant. On a créé un système avec la sentinelle. Entre la défense et l'attaque. C'est Mutusami. Mutusami. Oui, que j'appelle moi les soldats du peuple. Il est là, il est toujours là. Et il s'est amélioré. Pourquoi on lui confère ce rôle? Ça casse les adversaires. Donc, ça casse. Avant d'atteindre la défense, après le milieu du terrain, vous êtes obligé de passer par la sentinelle. C'est comme ça que Mutusami ne joue pas haut. Ah oui, c'est ça. Il ne joue pas haut. Parce qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup d'erreurs. On mettait plus de milieux défensifs. Ça nous créait des problèmes, si bien que l'attaque n'était pas très alimentée. Maintenant, avec le système de la sentinelle, avec des garçons comme Sadiki, qui joue partout, il est défenseur, il est milieu du terrain, il est attaquant. Donc, système de manivelle, ils peuvent bouger et aller partout. Et ça marche très bien. Des garçons comme Moukau, qui fait un travail extraordinaire. Ngalael Moukau. Ouais, Moukau, oui, qui joue à Lille. Et sans même parler... club que Chancel Mbemba. Ah ouais. Bien sûr, ce n'est pas oublier beaucoup, qui joue aussi très bien, qui est un pilier qui joue à Celtic. Donc, il y a une nouvelle génération de jeunes joueurs qui arrivent. Il y a ceux qui n'ont pas encore joué. Strelkens, par exemple, il est très bon, il joue en Belgique. On l'a recruté déjà. Décembre, il l'a recruté, mais je crois qu'il y a eu des problèmes de formalités administratives. Il va certainement les achever. Il va jouer à la CAN. Donc, on aura une équipe solidement assise. Et c'est cette équipe que nous allons certainement présenter à la Coupe du Monde. Et on verra les résultats d'abord à la CAN. Et maintenant, à la CAN, on est respecté. On va partir finalement à la CAN avec le statut, je crois, de favori. Pourquoi pas? Maintenant, donc, quand tu es favori, tu dois faire très attention. Tout le monde va nous cibler. Déjà, on avait laissé une bonne image en Côte d'Ivoire. En finissant 4e. Oui, on était dans le dernier carré. Maintenant, je pense qu'on va peut-être aller très loin. Si on garde cette stabilité, je crois qu'on peut faire une très bonne CAN pour préparer notre retour à la Coupe du Monde. Ça fait près de 52 ans qu'on n'a pas été là. Mais certains observateurs avertis estiment que les prestations ou le résultat de la RDC, c'est en dents de scie. Par moment, ça prend. Par moment, la RDC joue bien. Et après, on retombe dans les travers. Oui. Cette fois-ci, par rapport au rêve, par rapport à l'enjeu, qu'est-ce qu'il nous faut améliorer maintenant pour être bon et prêt à en découdre avec toutes les nations, parce qu'on parle de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde, la messe mondiale du football, où on va rencontrer
grosses cylindrées du football Oui, mondial. je crois qu'on ne doit pas être trop pessimiste. Il y a les pessimistes, mais moi je suis en train de vous expliquer qu'il y a évolution. Avant, il y avait des problèmes. Milieu du terrain. Le milieu du terrain ne marchait pas du tout. Le coach a compris. Je sais que le coach, à un moment donné, a boudé la presse. Ne voulait pas écouter la presse. Bon, mais la presse était très critique. Et je pense que Desabre a compris que dans ces critiques-là, il a puisé, il a récupéré les critiques constructives et positives. Et ça l'a aidé énormément. Il ne faut pas dire qu'en dents de scie, c'était avant. Mais maintenant, l'équipe est en progrès. Observez bien. Et vous allez voir que l'équipe est en progrès. Je vous dis qu'il y a une nouvelle génération avec une nouvelle mentalité. Des jeunes qui arrivent et qui jouent très très bien. Face au Sénégal, on a pris de l'eau ici au stade de Martyr. Il nous suffisait d'une victoire pour être sûr d'une qualification directe pour la Coupe du Monde. À mon avis, ça c'était avant. Parce que si on doit recommencer le match avec le Sénégal, avec la même équipe qui a joué contre, par exemple, le Cameroun ou contre le Nigeria, nous n'aurons pas les mêmes résultats. Là, il y a eu des problèmes. On a eu aussi des problèmes de changement au niveau du coaching. Ça, la presse a martelé un peu là-dessus aussi. La presse a joué son rôle. Est-ce que cette victoire, François Kabolo-Mola Kabolo, Oui. ce n'est pas aussi le niveau des adversaires qu'on a eu en face de nous? Adversaires comme Nigeria. Le Cameroun, le Nigeria. Ils n'ont pas présenté leur football habituel face à la RDC. Non, et déjà, depuis un certain moment, le Cameroun a des problèmes, vous le savez très bien. Le Nigeria a eu du mal à décrocher la qualification pour ces barrages. Eh bien, ce n'était pas le même géant du football en pleine forme qui ont rencontré la RDC sur le chemin. À quel moment on appelle le Nigeria géant? C'est quand il bat la RDC. Non. Le Nigeria, regardez l'attaque. Chukwueze était là, l'avant-centre. Type, Joafula. Osimhen, qui a fait trembler l'Europe la veille. Et qui fait trembler, tout le monde a peur. Galatasaray, c'était un très très beau buteur. Il était là. Et quand tu regardes de l'autre côté, Nani Lukman, n'est-ce pas? Et c'est ça l'âme du Nigeria aujourd'hui. C'est l'attaque à outrance. Et après, il y a eu des changements. Il y a, par exemple, Moses Simon, qui est régulier. Il est revenu. Vous allez me dire aujourd'hui que c'était un Nigeria faible. Non. La tactique imposée par la RDC a déstabilisé le Nigeria. À tel point que notre ami Osimhen, je crois qu'il a compris. Eric Schell accuse le membre du staff d'avoir pratiqué du vaudou. Est-ce que... Non, ça c'est des prétextes. Ça c'est des prétextes. Et d'ailleurs, ils ont la chance. Parce qu'en deuxième mi-temps, depuis que Osimhen était sorti, le Nigeria a tiré seulement 2 fois. Et la République démocratique du Congo avait beaucoup de possibilités. Il y a un aspect sur lequel il faut que Desabre insiste maintenant, c'est comment rapprocher la surface de réparation. Ça, c'est important. Ça nous manque encore. On doit apprendre aux attaquants d'apporter du danger, de frapper aussi à distance. Ça, c'est un peu la ligne de faiblesse pour le moment qu'on constate au niveau de la ligne d'attaque. Il faut qu'on apporte le danger dans la surface de réparation. Il faut qu'on menace et qu'on ait l'habitude de frapper au but. Et ça nous manque. Parce que si on avait, à l'époque, comme les chansons comme les Mbokani et tout ça, on allait marquer. Parce qu'on avait complètement dominé la deuxième mi-temps, n'est-ce pas, contre le Nigeria. Mais malheureusement, on avait des problèmes au niveau de la finition. Je crois que le coach a pris ça en compte et que ça sera corrigé. L'idéal en ce moment serait lequel? Qu'on renforce l'ossature par l'arrivée d'autres binationaux qui sont à la porte et qui sont prêts à enfiler le maillot de la République démocratique du Congo, ou maintenir la même équipe qui a joué les éliminatoires, le barrage africain. Non, une équipe nationale Gédéon, tu ne vas pas la changer tout le matin. Non, l'équipe est là, l'ossature est là. Que l'on garde cette équipe pour les échéances prochaines. Ah oui, à mon avis, l'équipe est valable. Et il y a des gens qui sont encore sur le banc, qui n'ont pas encore joué. Les garçons comme Chupenga. C'était le premier match.
Combien de sélections il arrive? Donc, c'est des gars qui arrivent. Quand tu regardes, je regarde sur ma liste ici, il y a des gars qui sont encore, je t'ai dit de Mario Stoikens, il y a Balikwisha, qui vient d'Écosse, première sélection. Il y a Chipenga, Brian Castello, première sélection. Nous avons Mathieu et Paul, et là, c'est les gardiens de but. Les gardiens de but. Remplaçants, qui jouent au Standard de Liège. Nous avons Gédéo Kaloulou, qui est là. Théo Bongonda, vous le connaissez. Vous imaginez Théo Bongonda qui est sur le banc, qui ne joue pas en dépit de tout son talent. Cela veut dire qu'il y a de la réserve. Nous avons Joris Kayembe, qui est magnifique et qui peut jouer à la défense. Qui est le remplaçant de Maswaku. Mais on a un banc profond, mais pour l'instant, on n'a toujours pas réussi à créer l'identité du jeu de jeu. Ah non, c'est un travail qui est en train de se faire. C'est petit à petit, comme les jeunes arrivent. Maintenant, il faut créer la symbiose, il faut que la mayonnaise prenne, il faut que les joueurs, l'équipe, les joueurs doivent se connaître. C'est important. Et ça doit prendre combien de temps? Au fur et à mesure que vous jouez. C'est pour ça que parfois c'est important d'organiser des matchs amicaux. Parce qu'avec les calendriers des championnats européens, championnats FIFA, parfois on n'a pas beaucoup de temps pour mettre les gars ensemble. Mais je crois qu'avec des tournois comme la CAN, ça sera un très bon test pour des sabres, pour voir comment positionner les joueurs. Déjà, je vous ai dit, en défense, on est quitte. La stabilité est là. Si Maswaku n'est pas là ou quelqu'un d'autre, c'est Joris, il remplace. On a déjà un remplaçant de luxe et on doit travailler les autres secteurs. Je crois que ça va aller. Allez, merci beaucoup. On croise les bras et on attend, on croise le doigt et on attend la CAN qui arrive déjà. La suite sera... on aura quand même à se faire une idée à partir du comportement de la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Et 26 ou 25. Les deux. C'est à cheval. Du 21 décembre au 18 janvier prochain, Maroc. Mais la CAN, c'est Maroc 2025. Maroc 2025. Merci pour la précision. Et maintenant, nous allons nous intéresser à un joueur qui a été récompensé lors de la CAF Award en Égypte. Il s'agit bien de Fiston Mayele Kalala qui a été récompensé comme le meilleur joueur évoluant en Afrique en ce qui concerne les interclubs de la CAF. Eh bien, on va nous illustrer ces images, voir comment le joueur s'est comporté tout au long de cette année avec le club Pyramide, solidement installé parmi les références africaines du football professionnel. Claude François Kabulo Mwana Kabulo, Fiston Mayele Kalala, récompensé et élu meilleur joueur africain des interclubs de la CAF 2025. Très bien, félicitations d'abord à sa juste valeur. Je suis en train de faire des analyses parce que... Vous parlez du ballon d'or africain? Oui. Mon problème, c'est à ce niveau-là, la dénomination. Nous devons mener une réflexion. Nous allons proposer à la CAF pour qu'on change de dénomination, s'il vous plaît. Ces trophées de ballon d'or africain concernent les joueurs qui jouent en Afrique pendant la saison, qui participent au championnat africain, à la Ligue, à la Coupe de la Confédération et à d'autres compétitions. Et c'est celui-là qui termine le meilleur qui doit avoir les ballons d'or africains de l'année. Maintenant, on prend ces ballons d'or africains de l'année, on donne aux joueurs africains, certes, mais qui ne participent pas au championnat africain. Mon problème, c'est ça. Achraf Hakimi, dis-moi, il a joué quel champion? Est-ce qu'il a participé à la Ligue des champions d'Afrique? Non. Est-ce qu'il a participé à la Coupe des vainqueurs de coupe? Non. Comment il peut prendre les trophées les plus importants de la compétition? Et quand vous regardez la liste des nominés, même Denis Bouanga, qui joue aux États-Unis, il est parmi les nominés. Tu sais, quand ils ont sorti la liste des nominés, les 8 premiers nominés sont à l'extérieur. Ils évoluent en Europe. Tous. Les 8e, c'est Mayele Fiston, et les 10e, c'est Oussama, qui joue dans l'équipe de Berkane. Donc, c'est-à-dire, les joueurs qui jouent en Afrique n'auront jamais de ballon d'or. Si on continue avec cette dénomination et cette formule, Achraf Hakimi gagne le ballon d'or africain.
avec les critères de la Ligue des champions. Champions League, que tout le monde adore ici. C'est ça la référence. Ah non, il a terminé 6e sur la liste des ballons d'or, etc. Il gagne parce qu'il a gagné la Ligue des champions avec PSG, qui est un club français qui participe, qui appartient à l'Union européenne de football association, l'équivalent de la CAF. Non, la CAF ne doit pas prendre les critères de son homologue européen pour récompenser les footballeurs africains. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'UEFA ne l'a jamais fait. Jamais. L'UEFA, bon, aussi, il n'y a pas de joueurs européens qui évoluent sur le continent. Disons-nous la vérité. Donc ça, c'est important. Mayele est déçu. Je l'ai suivi même quelque part, il a dit qu'il n'est pas très satisfait. Parce que qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons les ballons d'or. Nous ne retenons pas, non, Mayele, meilleur joueur dans la catégorie d'interclub. Ça, c'est sous-estimer même le football africain. Je crois que nous devons nous battre, nos journalistes africains, nous devons proposer à la Confédération africaine de football pour qu'on change de dénomination. Je ne suis pas contre les joueurs africains qui jouent à l'extérieur. Mais on peut créer un prix spécial pour dire prix spécial réservé aux joueurs africains évoluant en Europe. On leur donne. Mais les ballons d'or africains doivent revenir aux joueurs qui participent au championnat. Je vous donne l'exemple des gardiens de but. C'est la même chose. Ils prennent les gardiens de but. J'ai la liste ici. Ils prennent les gardiens de but africains qui jouent en Arabie Saoudite. Et c'est lui qui gagne le trophée du meilleur gardien de but de la CAF. Il n'est pas à la CAF, ce monsieur. Il n'a rien. Il est au championnat d'Arabie Saoudite. C'est Bounou, le gardien de but de l'équipe nationale du Maroc. Il n'a rien à voir avec l'Afrique. Et il prend le titre. Alors qu'il y avait à peu près 5 gardiens de but qui ont été plébiscités comme nominés. Je ne sais pas si vous commencez à me comprendre maintenant. Très bien. Ce n'est pas normal. Ce trophée doit être gagné par le gardien de but qui participe à notre championnat ici pendant l'année, pendant la saison. Si vous voulez récompenser un gardien de but africain évoluant à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Donnez une autre dénomination. Mais le trophée principal doit revenir aux joueurs qui participent à nos propres championnats. Ça va le revaloriser. Ça va, parce que prendre les critères de l'UEFA... Mais quelle saveur aura le ballon d'or africain qui récompense le meilleur joueur en raison de ses statistiques sur le continent, alors que en termes de droits télé, en termes d'explosivité, la Ligue des champions africaine n'est pas à placer à la même enseigne avec l'UEFA. Nous ne sommes pas l'UEFA, nous sommes la CAF. C'est ce que j'ai dit. La valeur, quelle valeur aura le ballon d'or africain dès lors que la Ligue des champions africaine n'est pas explosive? Mais non, on l'a fait. Gédéon, on l'a fait. Le ballon d'or a été créé en 1970. Ici en Afrique. Le ballon d'or a été créé par l'hebdomadaire français. France Football. C'était Salif Keïta, qui jouait à Saint-Étienne à l'époque. Mais quand vous regardez les statistiques, les Congolais, Bouanga, il a été ballon d'or africain en 1973. Il n'a jamais joué en Europe. Il jouait dans tout puissant Mazembe. Il a gagné ses ballons. Donc, moi, j'ai fait les statistiques. Quand vous regardez, de 1971 à 1983, tous qui ont gagné les ballons d'or ont joué ici. Moi, j'ai les listes ici. Tous ces joueurs-là. Mais à partir de quand cela a changé? Roger Mila a gagné les ballons d'or africains. C'était en 1976. Il jouait dans Kano de Yaoundé. C'est ça notre lutte. Thomas Nkono, le gardien de but que vous connaissez, avant d'aller en Espagne, avait gagné les ballons d'or. En 1979, il jouait dans Kano sportif de Yaoundé. Nous voulons ça. C'est ça qu'il faut. Mais cela a changé à partir du moment où les joueurs africains ont commencé à monnayer leur talent en Europe. Ah non, parce que Salif Keïta, déjà, quand on a créé les ballons d'or en 1970, il jouait à Saint-Étienne. Mais il y a un moment où ils se sont rendus compte que non, c'était injuste. C'était injuste. Vous avez un Roger Mila ici, vous ne lui donnez pas les ballons d'or, vous allez ramasser quelqu'un en Europe, vous venez, vous lui donnez les ballons d'or la même année que Roger Mila. Vous avez Tofis qui joue ici. Il n'a pas les ballons d'or, vous prenez ces ballons d'or, vous remettez à un joueur qui joue, je ne sais pas, en Angleterre. Non. Les ballons d'or, ces trophées-là doivent revenir
ceux qui jouent, qui participent au championnat africain. Moi, je ne refuse pas. Mais nous ne sommes pas... Mais commençons aussi par encadrer les championnats africains, les compétitions africaines, la Coupe d'Afrique, la Ligue des Champions, au lieu de revendiquer le droit en lieu et place de travailler. Non, les chemins longs. Les chemins longs, nous sommes confrontés à des problèmes de sponsorisation, des problèmes économiques, des problèmes d'infrastructure. Regardez, tous les trophées sont organisés au Maroc. Ce n'est pas le Maroc, c'est l'Égypte. Donc, tous les matchs, la plupart des matchs se jouent maintenant au Maroc. C'est qu'il faut que les Africains se battent. On voit au niveau de la FIFA comment la FIFA peut aider tant soit peu les autres pays qui sont en difficulté. Parce que je vois mal, le Tchad a des matchs, par exemple, une équipe nationale du Tchad, vous l'obligez d'aller au Maroc. Il va jouer ces matchs aller-retour au Maroc. Aider le Tchad à améliorer ses infrastructures sportives. Aider la République centrafricaine à améliorer ses infrastructures sportives pour que les compétitions se jouent localement. Ça doit être parmi les objectifs de la CAF. Essayer d'inciter la FIFA pour apporter un peu de l'aide. Parce que là maintenant, regarde, je ne dis pas que le Maroc, je félicite le Maroc, elle a évolué sur le plan infrastructure, rien à dire. Il n'y a pas match. Mais on ne va quand même pas... Et même sur le plan footballistique, aujourd'hui, le Maroc, c'est première classe sur le continent. Non, oui, parce qu'elle a les infrastructures. Donc les équipes, il faut aussi des politiques dans les pays africains. Nous, par exemple, nous sommes faibles en infrastructure sportive. En ce qui concerne le football, on a quoi? Stade des Martyrs, le stade de Mazembe, le stade quoi encore? On a le stade de Kindu qui est abîmé. Donc, il faut une politique peut-être pour construire des mini-stades dans chaque chef-lieu, petit à petit. On va améliorer les infrastructures, parce que si on n'a pas ça, c'est aussi un problème. Ça, je suis tout à fait d'accord. Le Maroc a compris. Et le Maroc commence à organiser même la Coupe du Monde. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'eux, ils ont mis de l'argent, ils ont mis leur intelligence, ils ont fait des choix. Il faut qu'on fasse des choix aussi, à un moment donné. Parce que c'est bien, aujourd'hui on crie RDC, nous allons aller à la Coupe du Monde, mais il faudrait que quand on va aller à la Coupe du Monde, on a une autre image, et quand les gens viennent dans nous, il faut qu'ils trouvent quand même des championnats valables, les jeunes gens jouent, les jeunes ne sont pas négligés, le football des jeunes est assuré, leur avenir est assuré. Mais sinon, c'est ce qu'on appelle l'arbre qui cache la forêt, n'est-ce pas? On a des bons résultats au niveau de l'équipe nationale, mais en dessous ici, il n'y a rien qui marche. C'est des problèmes. Et ça mérite la réflexion. Ça doit s'étendre au niveau de la Confédération africaine de football. Parce qu'il ne faut pas souffrir des complexes. Devant les Européens, les gens sont complexés, copier l'Europe aveuglément et distribuer. Non. Nous restons africains avec nos difficultés, avec nos problèmes, mais essayons de progresser. Allez, merci beaucoup. C'est par ici que nous allons nous quitter. Voilà. Et peut-être une dernière question. La CAN arrive incessamment. Que devons-nous faire pour que la RDC soit respectée? On a vu lors du match Nigeria-RDC certaines décisions arbitrales qui ont préjudicié. La RDC a même impacté les résultats. On a l'impression que cela est récurrent, des décisions arbitrales sanctionnant la RDC au détriment de l'adversaire. Je ne suis pas d'accord avec vous, Gédéon. Ah bon? Nous ne sommes pas qualifiés pour juger les arbitres. Même déontologiquement, dans toutes les écoles de journalisme que vous allez passer, on va vous dire que attention avec les arbitres. Vous qui jugez les arbitres, est-ce que vous lisez la loi de jeu? Est-ce que vous connaissez les 17 lois des jeux? Est-ce que vous maîtrisez la loi sur les hors-jeux? Donc les 60 000 spectateurs qui entrent au stade des Martyrs, tous sont des arbitres. Chacun crie dans son sens là. Hors-jeu, hors-jeu. Nous sommes tous des arbitres. Non. Les arbitres, c'est des gens compétents. Ils sont humains, ils peuvent se tromper et prendre des décisions qui impactent l'un ou l'autre adversaire. L'erreur est humaine. Mais si vous n'arrivez pas à marquer des buts, ne mettez pas ça sur le dos des arbitres. Ce sont les mêmes arbitres qui nous dirigent et qui dirigent bien les matchs. Certes, il y a des commissions d'arbitres qui sont en train de coter les arbitres. Et ne vous en faites pas. Ces commissions sont très sévères et les arbitres, vous observez bien, il y a des arbitres qui disparaissent. Sont mal cotés. Mais la FIFA protège, la CAF protège.
On ne va pas maintenant nous jeter comme ça en pâture les arbitres à la fin de chaque match. Tel arbitre est suspendu. Non, ça risque d'affaiblir, de créer même du désordre. Les arbitres sont sanctionnés par leur structure. Mais vous qui venez dans les stades, s'il vous plaît, avant de juger les arbitres, maîtrisez les 17 lois des jeux. Parce que sinon, si tous les stades étaient tournés des arbitres, finalement, on risque de passer à côté. Non. Même moi, quand je faisais les directs et tout ça, je ne touchais pas aux arbitres. Je peux effleurer un tout petit peu, mais pas trop insister. Parce que la déontologie nous interdit de critiquer l'arbitre, surtout en direct. Ce n'est pas conseillé. Allez, merci beaucoup, voilà. Claude François Kabulo, Mona Kabulo. C'est l'une des rares fois où je vous vois en cravate. Hein? Oui, cravate, oui. Là, je revenais d'un deuil. Je suis allé enterrer un ami. Comme les protocoles nous exigeaient des cravates, on a mis des cravates. Bon, j'ai repris la cravate. Vous n'êtes pas accro à la cravate, hein? Quand j'étais au gouvernement, c'est les bike cost. Bon, moi, je suis un homme du terrain. J'aime bien être en jeans, en chemise manche courte, parce que c'est ça la tenue des sportifs. Allez, merci beaucoup. On recevait l'immense, le légendaire Claude François Kabulo, Mona Kabulo. Merci de votre disponibilité. Et à travers vous, on continue d'apprendre, vous continuez à inspirer, à élever les niveaux du journalisme à République démocratique du Congo. Je disais que c'est l'une des figures prisées du petit écran et une légende décontestée du sport en République démocratique du Congo. Nous pensons le retrouver dans une autre émission beaucoup plus élaborée. Peut-être avant la CAN ou pendant la CAN, on aura besoin vraiment de recourir à son expertise. Et lorsque l'invitation vous sera lancée, en tout cas, prière de répondre à cela et ça nous fera énormément du bien. Et autant que notre public qui nous suit et qui nous regarde en cet instant moment, en cet net moment, consommez l'émission avec délectation, coupez les morceaux, mettez sur les réseaux sociaux, vous en avez droit. Et puis, aimez, commentez, partagez, cela nous donnera de la force. Je vous retrouve à tout à l'heure, mesdames, à tout à l'heure, messieurs, avec la même dose de plaisir. Inch'Allah.